On va décrire rapidement maintenant comment on peut développer des versions plus avancées, plus sophistiquées des PCFG qui sont plus puissantes et fonctionnent mieux en pratique. En fait, le modèle PCFG a certaines faiblesses, le modèle qu'on a vu tel que décrit jusqu'à maintenant. Première faiblesse, c'est qu'il fait essentiellement certaines suppositions d'indépendance conditionnelle qui sont inappropriées. Puis l'autre, c'est que la probabilité des règles ne va pas dépendre des mots qui sont ultimement générés. Puis ça va causer certains problèmes aussi. Donc, on va voir dans ces diapositives-ci, c'est quoi les implications de ces faiblesses-là, de ces propriétés-là. Puis on va voir très rapidement comment les corriger. Donc, le premier problème dont on a parlé, c'est le fait que certaines indépendances conditionnelles qui sont faites qui sont inappropriées. Un exemple de la conséquence de ça, les pronoms, on sait en pratique qu'ils sont plus souvent utilisés comme des sujets de verbe que comme des objets. Puis à l'inverse, donc ceux qui sont des noms qui ne sont pas des pronoms sont plus souvent des objets de verbe. On a l'exemple ici, dans un tree bank, on a calculé le nombre de fois que le sujet d'un verbe est un pronom, puis c'était 91% des fois. Les autres fois où il y avait un sujet, c'était plutôt un nom-pronom. De la même façon, au niveau des objets, bien, dans 34% des cas, c'était un pronom. Dans 66% des cas, c'était pas un pronom, c'était autre chose. Donc, la raison pour laquelle ça, c'est un problème, c'est que dans une PCFG de base, telle qu'on l'a décrite jusqu'à maintenant, la probabilité qu'un NP génère un pronom versus autre chose ne va pas dépendre de la position du NP dans l'arbre, à savoir est-ce qu'il est à la position d'un sujet ou à la position d'un objet. La probabilité dépend juste du fait qu'on est en train de générer un NP, puis à ce moment-là, peu importe où ce NP se trouve dans l'arbre syntaxique, avec probabilité 25%, il va générer ce qui va générer éventuellement un pronom. Autrement, ça va être un déterminant suivi d'un nom, avec 28% des chances. Mais ça ne dépend pas d'où se trouve ce NP-là dans l'arbre syntaxique. Alors, la façon qu'on va régler ça, qu'on peut régler ça en pratique, c'est qu'on va conditionner une règle sur le parent du nom terminal dans l'arbre et non pas seulement sur le nom terminal en question. Donc, on va générer beaucoup plus de noms terminaux qui vont être essentiellement la combinaison d'un nom terminal A et de son parent P. On va utiliser la notation A et P. Donc, où A, c'est le nom terminal en question qu'on aurait normalement, puis P, c'est son parent dans l'arbre. Donc, cette réplication-là des noms terminaux au niveau de ce qui peut se trouver à gauche dans une règle, puis qu'on va retrouver aussi à droite, en fait, c'est ce qu'on appelle la notation de parent, c'est-à-dire, puis en anglais, on appelle ça de la parent annotation. Donc, par exemple, nos données originales qui contiendraient des arbres syntaxiques de cette forme-là, on les transformerait sous cette forme-là ici, où pour chacun des nœuds internes qui n'est pas la racine, on ajoute aussi c'est quoi le parent. Donc, à ce niveau-ci, on a ajouté S, et à ce niveau-ci, on a ajouté VP, et ainsi de suite. Ça, on ne le fait pas nécessairement pour tous les noms terminaux, on va le faire pour les noms terminaux où il y a un gain à avoir. Puis, un exemple de gain, c'est justement pour les cas où on souhaite distinguer le cas où on a un NP au début, juste avant un VP dans une structure de phrase, ou après, c'est-à-dire en fait faisant partie du VP finalement qui va générer un verbe avant un NP. Donc on voit dans ce cas-ci, ça nous permet de distinguer les deux cas. Puis ça, ce cas-là ici, c'est essentiellement le cas où un NP va agir comme le sujet d'un verbe qui est dans le VP ici. Puis le NP à l'intérieur du VP ici, ça va être normalement l'objet du verbe qui est généré ici. Donc grâce à l'ajout de ces étiquettes-là qui informent sur c'est quoi le parent, donc qui donne un peu d'informations sur où se trouve ce nœud-là dans l'arbre syntaxique, on va être en mesure de mieux désambiguiser, puis d'avoir des règles spécifiques au niveau des probabilités, dans le fond, genre des probabilités différentes de générer PRP ici, quand il va avoir S versus quand il va avoir VP. Un autre problème qu'on a mentionné, c'est le fait que les probabilités des nœuds internes sont indépendantes des mots qui sont ultimement générés. Et ça, c'est un problème parce que la structure interne la plus appropriée va souvent, en fait, dépendre des mots ultimement générés. Un exemple ici, imaginons la phrase « Workers dumped sacks into a bin ». C'est plus naturel d'attacher « into » à « dumped ».
parce qu'on on a finalement jeté dedans, et c'est pas le sac qui se trouvait déjà à l'intérieur de la poubelle, into a bin. Mais par contre, de façon générale, il se trouve qu'une préposition, comme into, c'est plus souvent attaché à un NP qu'à un VP. Donc dans ce cas-ci, on aurait plutôt tendance à attacher, dans une PCFG normale, à attacher into à sax, parce que c'est un NP, plutôt qu'à dumped, même si ça a plus de sens d'attacher into à dumped, à cause de la nature même, à cause que ce qu'on observe, c'est dumped, puis c'est into, qui s'agencent bien ensemble comme ça. Donc, ce problème-là, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est un problème qui est très connu en analyse syntaxique. C'est le problème en anglais du PP attachment, donc en français, attachement de syntagme prépositionnel. Donc, c'est de savoir c'est lequel de ces deux arbres syntaxiques-là est le plus approprié. Est-ce que le sous-arbre dont la racine est PP, est-ce que ça devrait faire partie du VP donc dans une structure VBD, NP, PP, ou est-ce qu'il devrait plutôt être attaché au NP qui correspond à l'objet de dumped, donc d'être plutôt rattaché au mot sax ici. Tandis que ici, parce qu'il est attaché à VP, il est plutôt lié au verbe dumped qui est généré par le VP. Un autre exemple de probabilité qu'on voudrait faire dépendre, pourquoi on voudrait faire dépendre les probabilités dans une PCFG des mots qui sont ultimement générés, c'est par exemple ici la phrase Dogs in houses and cats. Ce serait plus sensé de lier cats avec dogs, c'est-à-dire de lire ça comme Dogs in houses and cats, plutôt que de l'associer à houses puis de le lire comme c'est Dogs in houses and cats. Parce que dans une coordination avec and, avec et, on aurait plutôt tendance à combiner ensemble des mots similaires, puis cat, c'est plus similaire à dogs à houses. Donc, dans ce cas-ci, c'est de distinguer, est-ce que ma conjonction, c'est entre deux NP, où le premier NP contient le in houses, ou c'est plutôt une conjonction où j'avais un NP, où le premier NP, c'était juste houses, et non pas dogs in houses. Donc, la façon qu'on va régler ça, en fait, c'est qu'on va lexicaliser les règles. En anglais, on va dire qu'on va avoir des lexicalized rules. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va attacher aux noms terminaux un mot tête, qui est un mot qui, ultimement, va devoir être généré par cette règle-là. Donc, par exemple, on va avoir des noms terminaux maintenant qui vont être VP entre parenthèses dumped. Donc, c'est pas que c'est une fonction ici, là, VP entre parenthèses dumped, on doit vraiment voir ça comme un symbole à part entière, qui serait différent de, je ne sais pas moi, VP entre parenthèses do, par exemple. Donc, c'est vraiment un VP qui est différent et ça indique qu'éventuellement, le mot dumped va être généré par ce VP-là ici. Et à ce moment-ci, on pourrait avoir une règle comme VP dump. Là, le premier, ça va être un verbe qui va être dump. Donc, on va encore une fois avoir un nom terminal lexicalisé ici. Et dans le contexte de l'exemple qu'on voyait, ben, je voudrais, pour pouvoir générer ma phrase qui avait sax into, ben, genre la même chose ici, c'est-à-dire le NP, ben, je vais ajouter le fait qu'éventuellement, il devrait générer le nom sax. Puis PP, je vais indiquer qu'éventuellement, il devrait utiliser le mot into. Et donc ça va me permettre de modéliser ensemble le fait que, par exemple, d'associer une probabilité très élevée au fait d'avoir dumped quelque chose into. Si j'ai un modèle probabiliste, parce qu'il sait qu'éventuellement, je vais avoir into ici, je vais avoir dumped ici, je pourrais associer une probabilité beaucoup plus élevée que de façon normale où je n'aurais pas eu ça ici, puis que là, je me serais juste basé sur, de façon générale, pour avoir une bonne probabilité, de façon générale, est-ce que je veux avoir cette structure-là ou pas. Donc, ça permet d'avoir des probabilités, des règles qui vont être différentes pour différents mots impliqués éventuellement dans la dérivation. Puis, en pratique, on observe que ça vaut aussi la peine d'ajouter la classe grammaticale, donc de lexicaliser pas juste en informant du mot qui est éventuellement généré, mais aussi ça va être quoi éventuellement la classe grammaticale du mot en question. On a l'exemple ici d'un arbre syntaxique qui utilise des règles lexicalisées, où on voit, par exemple, qu'on a informé ici que la phrase va contenir éventuellement le mot dumped. Ici, ça a généré NP workers NNS, donc on avait une règle
qui disait qu'une phrase avec dumped va éventuellement avoir un NP avec workers suivi d'un VP qui va aussi contenir dumped. Puis, donc, on a des structures comme ça où on a VP qui peut générer dumped avec un NP qui va contenir sax, puis un PP qui va contenir into, et ainsi de suite. Puis, les règles lexicales, ça va être important. Avec une probabilité 1, ils vont générer le mot en question. Donc, NN, bin NN, ben, va nécessairement générer bin avec une probabilité 1. Même chose pour DT, E, DT, ça va être nécessairement avec E. Et ainsi de suite. Maintenant, comment on décide c'est quoi la tête d'un non-terminal? Donc, le mot à l'intérieur, par exemple, quand j'avais VP dumped, le mot qui était placé entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle la tête, en anglais, le head word. Comment est-ce que je détermine c'est quoi le mot qui devrait être la tête? Puisque si j'ai un non-terminal puis que j'ai plusieurs enfants, pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas la tête? Avant, je crois qu'on avait un NP ici, on avait un VP, on avait un PP. Comment je décide que ce ne serait pas la tête du PP à la place que j'utiliserais puis que je mettrais ici into? Donc, ça, en fait, il existe des règles qui ont été développées à partir de considérations lexicales, donc une certaine expertise sur ce serait quoi les bons mots à choisir pour bien expliquer, bien lexicaliser un arbre syntaxique. Ces règles-là sont, pour en savoir plus, ces règles-là, vous pouvez consulter la section 12.4.4. Puis, ces règles-là permettent, entre autres, de prendre un tree bank où normalement on n'a pas de tête ajoutée explicitement, puis donc d'ajouter automatiquement les têtes dans le tree bank. Donc, d'avoir des données à partir desquelles on va pouvoir apprendre les probabilités de règles d'une PCFG lexicalisée. Maintenant, si on voulait estimer justement les probabilités à partir d'un tree bank qui a été augmenté avec ces headwords-là, ces têtes-là, lexicaliser, ce que ça va faire, ça va introduire beaucoup trop de règles, essentiellement beaucoup trop de non-terminaux pour être en mesure de bien estimer par maximum de vraisemblance, donc avec des comptes normalisés, les probabilités associées à chacune des règles. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur essayer d'obtenir des bonnes estimations de toutes ces règles-là lexicalisées. Donc, il y en existe plusieurs, puis un des analyseurs syntaxiques qui existent, qui fonctionne très bien, qui est parmi les meilleurs, en fait, c'est le Collins Parser, qui utilise sa propre façon de bien estimer ces probabilités de règles lexicalisées. Et donc, pour en savoir plus, vous pouvez consulter la section 14.6.1 du livre de Jaworski et Martin.